Alors, on s'est tous déjà dit que traduire, au fond, c'est juste prendre un mot et le remplacer par son équivalent dans une autre langue, non? Eh bien, c'est une idée reçue et elle est complètement fausse. En réalité, la traduction, c'est bien plus qu'un simple copier-coller. C'est un vrai travail d'orfèvre, un art qui demande toute une boîte à outils bien remplie. Voilà le programme. On va ouvrir ensemble cette fameuse boîte à outils, un tiroir après l'autre, pour voir ce qui se cache derrière une traduction qui sonne juste. Allez, c'est parti, on commence par le commencement, déconstruire le mythe. Parce que oui, le problème de base, c'est que le mot à mot, ça mène souvent à des phrases un peu bizarres, voire carrément incompréhensibles. Donc, la question qu'on se pose, c'est ça. Est-ce que traduire, c'est juste un simple échange de mots? Ça a l'air simple comme ça, mais la réponse est un non catégorique. Franchement, si c'était aussi facile, les traducteurs automatiques feraient tout le boulot depuis des lustres. Mais voilà, tout est dans la subtilité. Regardons un exemple tout bête, mais très parlant. The story so far. Si on traduit littéralement, on obtient l'histoire jusqu'ici. Ça se dit, mais ça sonne un peu bizarre, non? Par contre, si on opte pour résumer des chapitres précédents, là, tout le monde comprend instantanément. C'est ça la clé. On ne traduit pas juste des mots, on traduit une idée, une situation. C'est ce qu'on appelle l'équivalence. Ok, premier tiroir de notre boîte à outils. On va commencer par les méthodes les plus directes, celles qui, à première vue, collent le plus au texte de départ. Premier outil, le transfert. Et là, c'est presque une astuce. Parfois, la meilleure traduction, c'est de ne pas traduire du tout. Pensez à des mots comme sushi, selfie ou ramadan. On les emprunte tels quels. C'est simple, c'est efficace, et en plus ça garde toute la saveur de l'original. Un autre outil très direct, c'est le calque. Ça, c'est un peu le mot à mot qui marche en fait. Ça fonctionne super bien pour les noms d'organisations, par exemple, European Union devient Union Européenne. On a traduit chaque morceau littéralement, et le résultat est parfait, parce que c'est rentré dans l'usage. Bon, maintenant, les choses se corsent un peu. On ouvre un nouveau tiroir, celui des défis culturels. Qu'est-ce qu'on fait quand un mot est tellement typique d'une culture qu'il n'a tout simplement pas d'équivalent direct ailleurs? Prenez le mot baccalauréat, un vrai casse-tête à traduire en anglais. Il y a deux grandes stratégies. Soit on utilise un équivalent culturel, comme A-level, pour que le lecteur britannique ait une idée de quoi on parle. C'est une approximation. Soit on choisit l'équivalent fonctionnel. On explique ce que c'est. L'examen de fin d'études secondaires français. C'est plus long, mais c'est précis. Le choix du traducteur va vraiment dépendre de son public et de ce qu'il veut communiquer. Et ces équivalents, qu'ils soient culturels ou fonctionnels, sont super importants. C'est grâce à ça qu'on peut expliquer ce qu'est un samouraï ou un riad. Le traducteur n'est plus juste un passeur de mots, il devient un passeur de culture. Il construit un véritable pont entre deux mondes pour que tout le monde se comprenne. Un autre outil très fin, la synonymie. Parfois, il n'y a pas de mot parfait pour traduire un concept. Prenez le mot anglais « awkward ». Il n'y a pas un seul mot en français. Ça peut être gênant, maladroit, embarrassant. Le traducteur doit alors piocher dans sa palette de synonymes pour trouver la couleur, la nuance exacte qui correspond à la situation. C'est un travail de précision. Allez, on continue notre exploration. Maintenant, on s'attaque à la grammaire, à la structure des phrases. C'est un peu le travail de l'ombre, tout ce qui fait qu'une traduction ne sonne pas comme une traduction, justement. C'est ce qui la rend naturelle. Un exemple parfait de ça, c'est la transposition. Regardez la phrase anglaise « after his arrival ». Très concis, avec un nom. Si on traduit bêtement par « après son arrivée », ça passe, mais ce n'est pas toujours très fluide. En français, on préfère souvent une structure avec un verbe « après qu'il est arrivé ». On a changé la catégorie grammaticale, on est passé d'un nom à une proposition, juste pour que ça sonne mieux à l'oreille, pour respecter la mélodie du français. Et puis, il y a la modulation. Là, on monte encore d'un cran en subtilité. L'idée, c'est de dire la même chose, mais en changeant complètement d'angle de vue. On prend un peu de recul et on reformule. Parfois, le plus simple, c'est de passer par la négative. Prenons « you are right ». La traduction directe, c'est « tu as raison ». Ça marche très bien. Mais un bon traducteur pourrait choisir une modulation et dire « tu n'as pas tort ». C'est génial, non? Ça veut dire exactement la même chose, mais le point de vue est différent. On passe par une double négation, ce qui est très courant et très naturel en français. C'est ce genre de petits détails qui donnent une couleur authentique au texte. Bon, là, on entre dans la cour des grands. On va regarder les outils des plus avancés, ceux où la traduction n'est plus seulement une technique, mais devient un véritable art. C'est là que l'ingéniosité du traducteur brille vraiment. La compensation. Alors ça, c'est la technique des pros. Imaginez un jeu de mots. Mission quasi impossible à traduire littéralement. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Non. Le traducteur va accepter de perdre ce jeu de mots à cet endroit précis pour en recréer un autre, un peu plus loin, dans le texte. L'idée, c'est de compenser la perte pour que, au final, le ton et l'esprit du texte soient préservés. C'est du grand art. Et quand on tombe sur une expression idiomatique bien coriace, genre « she dodged the show », une traduction littérale serait absurde. C'est là que la paraphrase entre en jeu. C'est un peu la bouée de sauvetage.
On déplie le sens de l'expression, on l'explique avec plus de mots pour être absolument sûr que le message passe 5 sur 5. Et si un seul outil ne suffit pas, eh bien, les traducteurs les plus aguerris font des combos. Ils ne se contentent pas d'une seule technique, ils en associent plusieurs. C'est ce qu'on appelle des couplets, une sorte de technique 2 en 1. Voici la recette. Prenez un mot très spécifique, comme wilaya. D'abord, on le garde tel quel, c'est le transfert. Et juste après, entre parenthèses, on ajoute une petite explication, son équivalent fonctionnel, division administrative provinciale. Et voilà, on a notre couplet. On a l'authenticité du mot d'origine et en même temps la clarté de l'explication. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Voilà, on a fait le tour de pas mal d'outils. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les coulisses de la traduction? Pour résumer, la boîte à outils est immense. Ça va du transfert direct, tout simple, au pont culturel, en passant par les ajustements grammaticaux, les changements de perspective, les compensations super créatives et même les techniques combinées. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Une bonne traduction, ce n'est jamais automatique. Ce n'est pas le résultat d'un algorithme. C'est une succession de choix intelligents, réfléchis, faits par un professionnel. C'est l'humain qui est aux commandes, qui pèse chaque mot, qui sculpte chaque phrase. Et ça nous laisse avec une question fascinante. Finalement, comment tous ces choix, souvent invisibles, finissent par modeler notre façon de lire, de regarder un film et plus largement de comprendre le monde. La prochaine fois qu'un livre ou une série traduite vous tombera sous la main, ayez une petite pensée pour cet artisan de l'ombre dont les décisions ont façonné, mine de rien, votre propre expérience.